Bonjour Ouria Boutelja, bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, on va parler de différents sujets, notamment à partir de votre livre que vous avez sorti qui s'appelle Beauf et Barba, le pari du nous. La première chose toute simple que j'aimerais que vous définissiez un petit peu, c'est quoi un beauf et c'est quoi un barbare? Je précise que ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du mépris de classe et du mépris de race. Beauf désignant les non-blancs et beauf désignant les classes populaires blanches. Voilà. Le tout formant ce que on peut considérer comme étant le prolétariat français, l'ensemble du prolétariat français qui est divisé sur la ligne raciale. Qu'est-ce qu'on entend par état racial? Ça veut dire que le capitalisme français s'est fondé sur le colonialisme et l'impérialisme et qu'à ce titre, il a dû déshumaniser une partie de l'humanité qu'il a mis en exploitation. Alors que ce soit du point de vue des ressources des pays, des ressources, toutes les ressources possibles des pays que le colonialisme a conquis, ou bien les ressources en termes d'exploitation directe, c'est-à-dire l'esclavage et la mise et le travail forcé, ou encore tout simplement le travail des immigrés en France, par exemple, qui sont sous-payés. Tout ça, c'est la division raciale du travail. En parlant des beaufs, vous dites euh, que le petit blanc est trop blanc pour la gauche et trop pauvre pour la droite. Où est sa place du coup? Ah bah justement, telle est la question. Effectivement, je pense et je constate que il est trop méprisé pour avoir, disons, pour être considéré par la gauche morale ou la gauche bien pensante. Je pense en particulier au Parti socialiste. Et en même temps, il est considéré comme trop raciste Hum. pour être également considéré. Et on l'a vu pendant l'épisode des Gilets jaunes, par exemple, où il a été précédé par sa réputation, en fait, hein, raciste, sexiste, homophobe, etc., etc. Et donc, effectivement, pas digne d'être pris en compte dans la lutte politique, ou pas assez digne pour qu'on s'occupe de lui de manière particulière, en fait. Est-ce que vous pensez que c'était une stratégie pour annihiler un peu le vrai message des Gilets jaunes? Parce que j'ai vu aussi, par exemple, des banlieusards, des gens issus des quartiers populaires qui disaient, et je pense que vous le dites dans votre livre aussi, ils disaient, ouais, mais attends, nous, quand il y avait les violences policières, etc., depuis tant d'années, quand les violences s'exercent, on va dire, sur des racisés, il y a personne qui est là. Maintenant, on nous demande d'être là dans ces regroupements. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je pense qu'il faut distinguer les réactions. Les réactions des populations des quartiers n'ont rien à voir avec les réactions de la gauche. Ceux de la gauche, je pense que ça partait vraiment d'un préjugé et du fait que la gauche française en général répugne à se salir les mains. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne veut s'occuper ou prendre en charge que des populations qui auraient, ce que je dis, 20 sur 20 à la copie, qui seraient parfaitement antiracistes pour les immigrés, féministes, LGBT, en tout cas qui endosseraient le programme, disons, progressiste parfaitement. Voilà. Hum. Ce qui n'est évidemment pas le cas des dits gilets jaunes dans leur tendance. C'est difficile de dire qu'ils étaient tout ça à la fois et qu'ils embrassaient, disons, un programme progressiste. Pas du tout. Donc, ça, c'est la réaction de la gauche. S'agissant des quartiers, c'est autre chose. Les quartiers, ils font l'expérience historique que personne n'est jamais solidaire d'eux, et donc il en découle que eux-mêmes, au bout de 20, 30, 40 années d'expérience, avec, disons, pour aller le dire vite, le peuple français de souche, eh bien, il a du mal à, à, à proposer sa propre solidarité quand les gilets jaunes arrivent. Est-ce que ces catégories ont conscientisé à la fois la notion de mépris et aussi est-ce que la conscientisation de ce mépris peut créer des liens entre ces deux communautés, entre communautés ou franges? Alors moi, je suis pas sûre que la conscientisation de ces mépris puisse spontanément créer des convergences. Je pense que, au contraire, par exemple, s'agissant de du racisme, par exemple, je pense que le racisme, il sépare plutôt qu'il ne fait converger. Ce que je veux dire, c'est qu'il crée un conflit d'intérêts à l'intérieur des classes populaires. Et quand on est blanc, qu'on a qu'on a été biberonné à l'idéologie républicaine,
et nationale, que on se croit ou qu'on se pense prioritaire dans ce pays parce que de souche, eh bien, on veut spontanément se distinguer de ceux qui ne le sont pas de souche. Au contraire. Donc en fait, c'est en cela que le racisme il sépare plutôt qu'il n'opère des convergences. Ceux qui se rapprochent le plus de la condition des non-blancs, ce sont précisément les prolétaires blancs. Mais c'est aussi ceux qui veulent s'en éloigner le plus. Et c'est eux qui maintiennent une espèce de distance et qui de ce fait, reproduisent le racisme de l'État par ce comportement-là. Donc spontanément, je ne dirais pas qu'ils ont envie de converger. En revanche, l'épisode des Gilets jaunes nous a montré qu'ils ont pris conscience, en partie, qu'il y avait une condition commune, une nouvelle condition commune, puisque dorénavant, la police française s'est aussi attaquée à eux, physiquement. Et ils ne sont plus en sécurité comme ils l'étaient avant. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus protégés. Ils ont pris conscience qu'ils ne sont plus protégés par la police et que l'État se retourne contre eux. Ça crée une convergence, en tout cas, une expérience commune avec les non-blancs et peut-être un début de conscientisation de la nécessité de cheminer ensemble. Maintenant, ayant dit tout cela, je pense que ça suffit pas, en fait. Et en fait, la convergence, il ne faut pas s'imaginer que la convergence ou l'union des beaufs et des barbares, elle va simplement se faire en se disant, en prenant conscience et on va tous converger ensemble. C'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. C'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. Je pense qu'on peut même continuer à cheminer séparément, mais ce que je pense, en revanche, c'est que les forces politiques, elles doivent prendre en considération et les problèmes des uns et les problèmes des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ne plus les mépriser et prendre sérieusement en question, c'est-à-dire les questions, par exemple, de désespoir social qui s'abat sur les classes populaires blanches, par exemple. Il y a un désespoir social, il y a du chômage, il y a de l'abandon de la part des pouvoirs publics, il y a du mépris. Tout ça, il faut le prendre en compte et donner des réponses et ne pas mépriser les petites revendications. Bon, par exemple, l'essence, c'est trop cher. Eh ben oui, l'essence, c'est trop cher, bien entendu. Donc ça, il faut pas mépriser ce genre de choses. Il faut politiser ces questions-là et ensuite tenter de développer une conscience en rapport avec le programme libéral de la Macronie, par exemple, et des classes dirigeantes. Si l'essence c'est trop cher, si les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, si l'État se désinvestit, c'est parce qu'il y a un projet libéral. Mais ce projet libéral, on ne peut pas le comprendre sans comprendre aussi la condition impérialiste de la France, c'est-à-dire la position impérialiste de la France dans le monde, comme on ne peut pas ne pas prendre en compte le racisme structurel de l'État français. Donc en fait, il faut que, disons, les forces sociales qui comprennent que l'État libéral et raciste est un problème et qu'elles le définissent comme étant leur ennemi, eh bien ces forces sociales, c'est leur travail que de faire des projets et des programmes qui prennent en compte les problématiques concrètes des deux catégories. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte les violences policières, le racisme structurel, les discriminations, l'islamophobie, la négrophobie, etc., etc. Alors, vous dites que les racisés, leur ennemi principal, c'est l'État, et que les beaufs blancs, c'est le patron, si je dis pas de bêtises. Je crois que vous l'avez dit avec l'échange avec François Bégodeau. Alors moi, je pense que dans les deux cas de figure, c'est l'État. Simplement, le visage premier qui apparaît aux classes prolétaires blanches, c'est effectivement entre autres, le patron, qui les paye mal, par exemple, ou qui les exploite. Dans le cas des non-blancs, c'est directement les institutions de l'État, la police, par exemple, ou le ministère de l'Intérieur, ou l'école. Donc, parce qu'en fait, ils subissent les discriminations directement à ce niveau-là. Donc, ce qui apparaît directement aux non-blancs, c'est les institutions de l'État. Ce qui apparaît plus directement aux blancs, ça peut être le patron. Pas tellement les indigènes. Donc là, effectivement, c'est juste des choses que nous, en tant que militants, on doit prendre en compte. On doit comprendre pourquoi les mobilisations des non-blancs, c'est directement contre la police, par exemple, et moins les blancs. Les blancs, on va les retrouver dans les manifestations, disons syndicales, par exemple, pour demander des augmentations de salaire ou contre la retraite, Beaucoup moins les non-blancs, beaucoup moins. Je dis beaucoup moins. Je dis pas du tout, mais beaucoup moins. Mais dans tous les cas de figure, ça c'est ce qui nous apparaît, c'est la façade. Mais en réalité, derrière, c'est toujours l'État. C'est toujours l'État et le fait que l'État est au service
de la bourgeoisie et des classes et du capitalisme français en fait. Vous dites que voter dans une démocratie occidentale, c'est voter blanc. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien que l'offre politique, c'est toujours des choix qui défendent les intérêts des blancs, que ce soit la bourgeoisie ou que ce soit les classes prolétaires. Et j'insiste pour dire que les classes prolétaires profitent de la rente impérialiste là où elles sont. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire que les salaires, les aides sociales, les congés payés, le droit de voter, le droit de se soigner, le droit, etc. Tout ça, c'est un pack. Tout ça, c'est le privilège blanc qui est hérité de la lutte des classes, mais une lutte des classes qui s'est limitée précisément à la lutte des classes et qui ne s'est pas prolongée dans une lutte internationaliste. Ce qui signifie que les classes populaires blanches et les organisations communistes ou de gauche se sont laissées nationaliser. Et se laisser nationaliser, ça veut dire accepter un deal avec la bourgeoisie qui est la reconnaissance d'une lutte des classes, effectivement, mais limitée dans le cadre des États-nations qui, eux, restent impérialistes. Et ça, c'est pas nécessairement moi qui le dis. Marx le disait déjà, Hegel le disait très bien à partir, en parlant du prolétariat anglais et français, qu'il profitait de la manne impérialiste. Voilà. Et donc, lorsqu'on vote à gauche, on vote pour une meilleure répartition des richesses, certes, mais sans remettre en cause l'impérialisme. Ça veut dire sans remettre en cause le fait que ces droits et ces salaires viennent en partie du pillage des pays dominés. Par conséquent, l'expression politique, quelle qu'elle soit de gauche, qui représente peu ou prou le prolétariat, eh bien, se fait sur cette base-là. Donc, effectivement, quand on vote blanc. Sauf quand on vote extrême gauche, parce que l'extrême gauche est la seule qui a un programme anti-impérialiste. Vous dites que les LFI, c'est le nord du pays. Je ne dis pas que la LFI, dans le contexte actuel, attention, mais je ne dis pas que le programme de la LFI est anti-impérialiste. Je dis que, en France, les seuls pour qui, si on vote pour eux, on voterait pas blanc, c'est l'extrême gauche, sauf que il y a peu de gens qui votent pour l'extrême gauche. Ça veut dire qu'en fait, le choix spontané des masses reste dans le champ politique blanc, à l'intérieur du champ politique blanc impérialiste. Comment vous pouvez l'expliquer? C'est ça que je dis, on vote blanc. Comment vous expliquez ça, sachant qu'aujourd'hui, voilà, on remarque que la LFI, elle a quand même un discours qui concerne, je sais pas si c'est le bon terme, on va dire, que ce soit des minorités, que ce soit en banlieue, en ce qui concerne les cas d'islamophobie, même le conflit israélo-palestinien qu'on pourrait considérer qui rentre dans un intérêt particulier, etc. Est-ce que ça c'est nouveau ou est-ce que, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'après tout ça, on dit oui, voilà, ils veulent un petit peu siphonner le vote des banlieues entre guillemets. D'abord, il faut prendre acte effectivement qu'il y a une rupture de la LFI sur les questions antiracistes et sur les questions impérialistes, sans être décolonial, je dirais pas ça, sans être réellement anti-impérialiste, parce que pour cela, il faudrait vraiment remettre en cause les intérêts français partout dans le monde, les intérêts des grandes multinationales partout dans le monde, et donc repositionner la France dans une relation complètement égalitaire avec toutes les nations du monde. Ce qui n'est pas encore le cas de la FI, mais elle va en tout cas dans cette direction. Donc ça, il faut bien en prendre acte. Ça, c'est une rupture. Alors moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il y aurait un calcul, un calcul qui consiste à siphonner les voix des quartiers, parce que je pense que ce choix-là, c'est un choix qui coûte. C'est un choix coûteux politiquement. Et ça veut dire que ceux qui le défendent prennent des risques. Je trouve pas que ce soit quelque chose de facile de faire ce genre de choix. Donc il faut plutôt considérer qu'ils font un acte honorable, et que s'il y a du répondant en face, et que si effectivement les quartiers vont plus voter LFI, c'est parce que les quartiers reconnaissent qu'ils ont été entendus. Donc il n'y a pas ici de manipulation. Il y a une proposition qui est faite,
elle est courageuse et honnête, eh bien en face il y a du répondant, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Pour moi, c'est ce à quoi on est en train de, c'est ce qu'on est en train d'observer. Comment vous observez cette levée de bouclier par rapport à LFI, que ce soit dans les médias, que ce soit par certains partis, etc. Est-ce que c'est lié au programme de ce dont on parle, ou est-ce que c'est exclusivement lié au conflit israélo-palestinien? Non, c'est lié essentiellement au fait que l'AFI est en train d'opérer une critique du pacte racial. C'est ce que je dis dans mon livre. Il y a l'État racial intégral, et l'AFI est en train de le remettre en cause. Parce que jusqu'ici, la gauche y a été fidèle. C'est la social-démocratie. Tant qu'elle y est fidèle, elle peut rester dans le jeu. Mais à partir du moment où elle rompt, au contraire, donc elle rompt sur une base antilibérale et sur une base antiraciste. Ça veut dire le début de la rupture du pacte racial. Eh bien, c'est ça qu'on le lui reproche. C'est ça qu'on lui reproche. Et c'est pour ça que tout le monde est contre l'AFI. C'est un peu la créolisation qui est revenue du doigt, quoi. L'idée de la créolisation qui est une idée qu'il faut discuter, mais qui va dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est quand même le contre-pied de la notion de grand remplacement. Ouais. Donc ça c'est la contre-proposition de la LFI, et c'est bien. Mais c'est pas que la créolisation, c'est les prises de position contre la police. C'est les prises de position contre l'islamophobie. C'est aujourd'hui la position qui consiste à dire il faut cesser le feu en Palestine. C'est le fait de refuser de traiter les forces de combat en Palestine comme des forces terroristes et de ne pas les amalgamer avec Daesh. Tout ça, c'est de la rupture avec le pacte racial. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, et c'est pour ça que LFI a tout le monde contre elle. C'est pour ça. Vous avez réagi dernièrement au soutien de Zineb El Razoui concernant ce qui se passe à Gaza. Est-ce que c'est étonnant ou pas, dans le sens où, quand je vois Zineb El Razoui, je me dis, ok, peut-être qu'elle a une forme d'honnêteté intellectuelle, dans le sens où elle est quand même contre toute forme d'extrémisme, et donc elle reste sur sa ligne quelque part. Zineb El Razoui, elle vient du Maroc, et dans nos pays d'origine, il y a toujours des gauches islamophobes. C'est-à-dire qu'en fait, dans les pays du tiers-monde, on produit des gauches islamophobes. Parce qu'elles sont modernistes. Mais il n'en reste pas moins que ces gauches-là sont toujours anti-impérialistes et pro-palestiniennes. Donc Zineb El Razoui, en fait, ils s'en sont pas rendus compte, mais Zineb El Razoui a toujours été pro-palestinienne. C'est pas du tout c'est eux qui le découvrent. En revanche, ce qui est étonnant, c'est sa manière de le faire, c'est-à-dire qu'elle le fait très ouvertement et de manière assez radicale, sans faux pas, parce qu'en fait, elle exprime très très bien les choses, et ça prouve qu'elle est tout à fait formée sur ces questions-là, qu'elle sait de quoi elle parle, et que là-dessus, il y a pas de lézard. Elle vient d'un pays du tiers-monde, et elle ressemble à l'opinion, elle est homogène à l'opinion des pays du Maghreb, quoi. Ni plus ni moins. Il y a quelque chose que vous avez dit dans le débat avec François Bellodo. Vous avez dit, tant qu'on n'intégrera pas l'aspect spirituel en politique, enfin, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que vous avez dit que l'aspect spirituel, il est urgent aujourd'hui, qu'il rentre un peu dans la construction d'une espèce de théorie politique. Je sais pas si je dis n'importe quoi. Oui, moi je pense que dans les États modernes, dans les pays capitalistes avancés, on a perdu toute forme de spiritualité, mais on a perdu toute forme de transcendance. Voilà. Et en fait, on croit qu'on a perdu une forme de transcendance, alors qu'en fait, on est tous des croyants finalement, puisqu'on croit à l'argent, on croit au capitalisme, on croit à la démocratie telle qu'elle se présente à nous, qui est en fait une démocratie raciste et bourgeoise. On est des croyants en fait. On croit aussi à la laïcité. Tout ça, c'est des formes de croyances en fait. Mais c'est des croyances qui nous empêchent de voir la réalité des conflits et des polarisations sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité,
qui est que l'histoire n'est pas terminée, puisqu'on nous a vendu l'idée que l'histoire était terminée lorsque le mur de Berlin était tombé. Non, l'histoire n'est pas finie en fait. Il y a toujours des conflits, et des conflits de plus en plus durs, et qui réapparaissent aujourd'hui de manière brutale. Mais on a été endormis par des idéologies qui nous ont fait croire à la fin des conflits. Bon, du conflit de classe et des autres conflits. Bon, donc d'une part, on vit sous régime de certaines croyances, mais on a perdu les croyances populaires. Mais moi, je pense que dans un monde aussi sec, aussi moderne, aussi froid, il nous manque un lien spirituel. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de politique. Et toutes les luttes qui ont lieu dans le Sud sont toujours spirituelles, en fait. La lutte d'indépendance en Algérie, elle était spirituelle. La lutte en Palestine, elle est spirituelle. Elle n'est pas, les mots d'ordre ne sont pas simplement des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre anticoloniaux, ce qui est évidemment la base, mais pas que. C'est toujours au nom d'une transcendance. C'est toujours pour quelque chose qui est au-dessus de nous. Qu'est-ce que ça pourrait apporter dans ce contexte-là? Parce que vous prenez le cas, par exemple, de l'Algérie, j'imagine, c'est avec l'émir Abdelkader, etc., le conflit palestinien, mais là, il y a d'autres gens pourraient dire c'est du djihadisme, quoi, quelque part, de manière caricaturale. Voilà, il y a une forme de transcendance supérieure qui nous pousse à résister face à l'émir Abdelkader, par exemple, même s'il était très spirituel, d'obédience soufie et tout, ils ont pris les armes. Il y a quand même une violence armée. Les Vietnamiens ont pris les armes, c'était pas des musulmans. La résistance française a pris les armes, et c'était pas des musulmans. Dans la lutte anticoloniale, on prend les armes au nom d'une lutte et d'une certaine idée de la justice, et au nom de l'imaginaire culturel et spirituel ou religieux de son environnement. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Ça, je ne dis rien d'autre que ça. Ensuite, la théologie de la libération en Amérique latine, ça se fait au nom du christianisme. Mais tout le monde comprend que c'est une pensée politique et religieuse qu'on mobilise à des fins de justice sociale. Mais le christianisme, on peut aussi le mobiliser à des fins d'oppression, comme on l'a fait avec les 10 Indiens d'Amérique. Donc c'est jamais le substrat idéologique qu'il faut mettre en cause, c'est ses objectifs. Et au nom de l'islam, c'est pareil. On peut faire tout et son contraire au nom de l'islam. Donc moi, je réponds à ceux qui pensent qu'il y aurait une ambiguïté. Je dis, mais quel est le projet? En Palestine, c'est très clair. C'est la libération de la Palestine. Et le projet, il est très clair. Voilà. C'est tout. C'est à ça que je juge, moi, la nature d'un combat qui est fait au nom de l'islam. Si c'est un projet anticolonialiste, de justice, d'égalité, d'égale dignité des humains, moi, il y a pas j'ai pas de problème. Qu'il se fasse au nom de l'islam, qu'il se fasse au nom du christianisme, qu'il se fasse au nom du judaïsme, qu'il se fasse au nom du communisme, peu importe. Donc pour moi, il y a pas de problème. C'est simplement, on est dans des pays qui effectivement créent systématiquement les amalgames et nous empêchent de penser, la disparité et puis la complexité des choses en fait. Il y a un passage, il est un tout petit peu long, mais il m'a beaucoup intéressé. Vous dites le terrain est miné car le petit blanc doit alors combattre son propre strabisme qui le pousse à combattre à la fois contre le haut et contre le bas, contre le riche et contre les indigènes. Le terrain est aussi miné car le petit blanc doit affronter sa blessure intime, admettre que ce qui le révolte le plus profondément, ce n'est pas tant qu'il y a plus pauvre et plus illégitime que lui, c'est que l'indigène, malgré tout, sait préserver une part de son être, de son identité et de son histoire, et qu'il mourrait pour les sauver, ce dont lui, petit blanc, a été amputé par les besoins de l'Empire, tirailleur de la première heure. Est-ce que vous pouvez aller peut-être plus loin dans ce propos? Je pense que les petits blancs, ils sont le produit d'une longue histoire qui les a dépouillés pour les besoins de l'État-nation, parce que la bourgeoisie française avait besoin d'associer les intérêts du peuple blanc à ses propres intérêts. Et donc, le nationalisme français, il est né de ça. À la fois, il crée un lien organique, la bourgeoisie crée un lien organique avec les classes populaires blanches, et d'une certaine manière, elle réduit les risques de révolte et de révolution, et donc elle concède une part de la rente impérialiste. On est tous ensemble dans la domination du monde, et chacun prendra sa part.
Mais pour ça, il faut créer l'État-nation. Mais l'État-nation, pour le créer, il a fallu raser toutes les formes culturelles, toutes les langues, toutes les formes de spiritualité, toutes les traditions. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait inventer le français nouveau. Et donc, le français nouveau, pour devenir blanc, parce qu'en fait, c'est ça, le processus, c'était devenir blanc, il l'a payé par un prix lourd, à savoir disparaître en tant que lui-même. Disparaître en tant qu'histoire, en tant que tradition, en tant que langue, en tant que singularité, en tant que rapport à la terre. Donc ça, il l'a perdu. Et aujourd'hui, c'est quoi un français si on doit définir ce qui fonde la francité? Être un consommateur et être blanc. C'est-à-dire avoir cette conscience d'une espèce de supériorité dans la dignité humaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les Français qui donnent des leçons à la terre entière. Et c'est-à-dire que même les petits blancs héritent de cet esprit, de cet esprit de supériorité vis-à-vis du reste du monde. Donc c'est ça, la blanchité, adossée à une vraie structure de l'État et à une vraie structure économique, à savoir qu'en fait, ils bénéficient effectivement d'un tas de choses qui fait qu'ils sont, entre guillemets, supérieurs, plus ce sont des consommateurs. Plus ce sont des consommateurs. C'est-à-dire que sans ces deux singularités, ces deux caractéristiques, bah, définissez-moi ce qu'est un Français. Et comment ça se fait que les indigènes ont su préserver une part de leur aide, de son unité? Est-ce que c'est temporaire, dans le sens où, finalement, l'indigène devient consommateur aussi, aujourd'hui? Et je me demande, est-ce que c'est parce que l'expérience de la discrimination dans cette société exacerbe un peu ses identités, et ou, je sais pas, est-ce que c'est l'expérience nouvelle de l'immigration, le temps qu'ils ont passé ici dans cette société, et que ça... Enfin, l'indigène est arrivé beaucoup plus tard dans le processus d'intégration, donc à l'État-nation. Il y arrive beaucoup plus tard, mais il y arrive avec sa propre histoire. Qu'est-ce qui a été touché dans sa personnalité historique? Son identité. C'est ça qui a été écrasé. Eh bien, parce que c'est ça qui a été écrasé, c'est avec ça qu'il résiste. Ça, c'est une. Et deux, il arrive beaucoup plus tard dans le processus d'intégration dans la blanchité. Et en plus, j'ajoute à ça qu'il y a le racisme, qui l'empêche de s'intégrer encore plus et donc de devenir un véritable blanc. Donc, parce qu'il y a le racisme, bah, il s'accroche d'autant plus à ce qui lui reste, même si c'est du bricolage identitaire, il s'y accroche quand même. Donc, effectivement, à cause des bâtons qu'on nous a mis dans les roues, eh bien, d'une certaine manière, on est plus armé culturellement face à ce monde dans ce monde qui est impitoyable en fait. Eh bien, on est quand même plus armé pour se défendre, me semble-t-il. Je pense que c'est important de se raccrocher à des structures communautaires, par exemple, de ne jamais être un individu isolé face à la logique de l'État, par exemple. C'est important d'être en lien avec le reste. C'est ce qu'on arrive plus ou moins à faire, mais c'est aussi ce qu'on nous empêche de faire, puisque toute la rhétorique contre le communautarisme, c'est parce que, en fait, en face, ils comprennent bien qu'on refuse de devenir des individus. On refuse de devenir, finalement, ce que les vrais Français ont accepté de devenir, des individus. Seulement des individus. Parce qu'en fait, on n'est pas que des individus, on vit en société. Et plus en société, on vit dans des communautés de destin. Et à l'intérieur de ces communautés de destin, on existe mieux et plus facilement que si on était de simples individus, disons, face à la puissance de l'État. Est-ce que le racisme et l'assimilation vont de pair dans ce qu'on est en train de dire? À savoir, est-ce qu'il produit les mêmes effets dans le renforcement identitaire d'un indigène, etc. Là, je vous donne un exemple. C'est par exemple Benzema quand il siffle pas la Marseillaise et qu'on lui demande de la siffler alors qu'en fait personne n'est obligé de la faire. Bah, tout le discours de l'intégration, c'est ce qu'on appelait une injonction paradoxale. Devenez comme nous, mais vous ne serez jamais nous. Donc en fait, c'est impossible. C'est le progrès impossible par définition. Puisqu'en fait, il faut réserver la blanchité aux vrais Français de souche. Parce qu'en fait, il faut que le pouvoir puisse maintenir une base sociale la plus large possible, qui est celle des Blancs.
et que celle-ci nous reste fidèle. Donc, il peut pas distribuer de la blanchité à n'importe qui, à tout le monde. Donc, il faut bien qu'il interrompe quelque part le processus d'intégration. Tout en disant, qu'ils veulent nous intégrer, nous. Sauf qu'ils ne le peuvent pas, ils ne le peuvent pas. Donc, ils ne le font pas. Et donc, en fait, on est vraiment dans une situation absolument impossible. On reste suspendu. Donc, le cas Benzema comme d'autres cas. Benzema, s'il devait chanter la Marseillaise, il aurait pu le faire. On lui aurait demandé plus. On lui aurait demandé plus de gages d'intégration. Parce que c'est jamais suffisant. On n'est jamais assez soumis et on fait jamais suffisamment allégeance, en fait. Il leur manque toujours quelque chose. On est toujours suspect de pas vouloir faire complètement allégeance. Est-ce que quand il a apporté son soutien à la Palestine, au peuple palestinien, et qu'il y a eu une polémique en disant voilà, on va penser à la déchéance de la nationalité, etc. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une manière de dire la décision du soutien au peuple palestinien est étrangère à la position d'un Français? Est-ce que ce que je veux dire, c'est que cette notion de francité, etc. Elle est rentrée dans cette réflexion parce que finalement, on a dit t'es un frère musulman, c'est facile de dire ça, quoi, et de le catégoriser alors que le mec. Oui, c'est comme si, par exemple, le soutien à la Palestine était un soutien tribal et que seuls les Arabes, les musulmans pouvaient le faire, ce qui serait étranger aux Français. Or, on voit bien dans les manifestations que dans les manifs, il n'y a pas que des indigènes. Il y a une bonne partie de la gauche qui est sortie dans la rue. Donc, en fait, c'est une manière d'ethniciser la question. De faire comme si, chez nous, c'est uniquement parce que nous sommes d'origine, que nous sommes musulmans, que nous sommes arabes, que on s'identifie. Alors qu'en fait, c'est pas faux, mais c'est pas que vrai. C'est-à-dire que c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi solidaire à cause d'une expérience historique de la colonisation. Par rapport au petit blanc que vous décrivez, je vais revenir par rapport à là-dessus. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. C'est que vous dites finalement qu'il a plus de culture, etc., etc. Est-ce que la notion de l'intersectionnalité, en tout cas, ou cette lutte contre l'extrême droite, parce que j'ai l'impression de voir que finalement ceux qui en font un combat un peu quasiment vital, beaucoup de blancs maintenant se disent non, c'est l'extrême droite. D'abord, il y a un besoin de dignité, il y a un besoin de sécurité, je dirais, au travers du projet nationaliste, et l'extrême droite y répond à sa manière. Simplement, on sait que l'extrême droite, elle ne sert que des projets capitalistes. Donc en réalité, elle joue sur les affects des petits blancs en leur promettant qu'elle va s'occuper d'eux, en les protégeant, et voire en leur donnant la priorité. Mais dans les faits, le capitalisme, il va les broyer. C'est ce qu'il va faire. Et eux, l'extrême droite va servir ce projet-là. Il n'en reste pas moins que l'extrême droite, contrairement à la gauche, elle comprend ces affects-là et elle sait qu'il faut y répondre de cette manière-là. Ce que je reproche, moi, à la gauche, c'est de ne pas comprendre ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le sentiment national, c'est-à-dire ne pas le condamner complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'il faut prendre dans le sentiment national qui sont importantes pour la lutte. Et il y a pas faut pas en faire un problème. Il faut au contraire le dépasser, mais encore faut-il le reconnaître et travailler sur cette notion de besoin d'identité, de besoin de nation, de besoin patriotique. Je sais pas si vous suivez un peu le rap et tout ça. Il y a un débat c'est assez actuel, c'est parler de l'homophobie et de la transphobie dans le rap. Et mon observation de loin, ce que je remarque, c'est que il y a des artistes qui commencent à se faire épingler, etc., en disant non, c'est pas bien et tout ça. Est-ce que conservatisme aujourd'hui est considéré comme étant d'extrême droite? Parce que j'imagine bien que beaucoup de mecs de quartier, ils ont peut-être des questions ou des réticences par rapport aux questions de genre et tout ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont d'extrême droite. Je pense qu'il y a d'autres affects, d'autres visions qui jouent dans tout ça. Alors moi, je crois pas du tout que le conservatisme soit nécessairement d'extrême droite. Moi, je viens moi-même d'un milieu conservateur. Les musulmans tendanciellement sont plutôt conservateurs. Et je dirais les quartiers en général sont plutôt conservateurs. Mais moi, j'apparente pas du tout ça à l'extrême droite.
je pense, je relis ça plutôt justement à ce que je disais tout à l'heure. C'est plus, disons, un réflexe de protection, plus qu'un sentiment qui viendrait, qui puiserait dans l'extrême droite. Ça peut être instrumentalisé par l'extrême droite. Et c'est pour ça que dans le milieu décolonial, nous, on comprend parfaitement ça, on l'analyse très bien et on n'a aucun problème a priori avec ça. Et surtout, ce qu'on va critiquer, nous, c'est justement l'injonction à devoir se prononcer pour les LGBT. Bon, par exemple, les joueurs de foot qui doivent mettre des maillots LGBT et ils ne mettent pas. Ben, on n'a pas à leur imposer de revendiquer des luttes auxquelles ils s'identifient pas. Cette injonction, elle n'est pas normale. Et en fait, cette injonction, elle est civilisationnelle. Elle cherche à dire, nous, on est des civilisés et vous n'êtes pas encore civilisés. C'est-à-dire qu'en fait, quand le féminisme et la lutte contre l'homophobie, ils nous viennent à partir d'un projet civilisationnel, on a le droit de le refuser complètement. Moi, par exemple, je le refuse complètement. Moi, je refuse obstinément de devoir suivre, ou en tout cas suivre aveuglément dans le progressisme de la gauche blanche. Pas du tout. Au contraire, moi je sais que le féminisme, il est venu chez nous sous une forme civilisationnelle. C'est-à-dire quoi? Féminisme blanc? Le féminisme blanc, émanciper les femmes, dévoiler les femmes, pointer du doigt en particulier le patriarcat des pays d'origine, comme s'il était plus terrible que celui des pays occidentaux, par exemple. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Laissez le besoin là. Voilà, c'est tout.